Bonjour, nous allons faire une méthode de résolution d'un problème graphique. Donc par exemple, nous allons prendre le sujet du bras du bateau. Dans ce cas, dès qu'on a un système, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre son fonctionnement. On a ici la pièce 1 qui est notre châssis. Le châssis, on imagine que lui, il est fixe par rapport au bateau. Donc pour le mettre fixe, on va le dessiner comme s'il était sur la terre. Ensuite, on va avoir une autre pièce, qui est par exemple la pièce 9, qui elle est située entre le point A et le point D. Et on s'aperçoit que cette pièce, on va pouvoir l'appeler bras. Ensuite, on a ici donc un vérin qui est constitué de la pièce 2 et de la pièce 3. On peut noter que le vérin, pièce 2 plus 3, est lié au point C et au point B. Il est lié au point C sur le châssis 1 et il est lié au point B sur le bras 9. Ce bras sert à transporter ou même à porter au niveau du point A un gros sous-marin. Donc l'idée, ça va être ici d'avoir un sous-marin. Et le but de ce bras va être de pouvoir porter ce sous-marin. Une fois qu'on a compris comment fonctionne l'ensemble du mécanisme, et qu'on sait qu'il n'y a rien d'autre qui va venir intervenir sur ce mécanisme, on peut commencer à travailler sur le graphe des liaisons. Une fois que vous avez compris le système, le but du jeu va être de pouvoir réaliser ce qu'on appelle des classes d'équivalence. Une classe d'équivalence, c'est un ensemble de pièces qui sont liées les unes aux autres et qui ont le même mouvement par rapport aux autres pièces. Donc dans ce cas, par exemple, on va avoir une classe d'équivalence que l'on va venir colorier en bleu. Donc la classe d'équivalence va être par exemple la pièce 9. Mais aussi le mât ici, le câble, etc. Donc en réalité, c'est le mouvement, on va pouvoir l'appeler classe d'équivalence 9. Je la colorie sur le schéma. Ensuite, on va avoir une classe d'équivalence qui, elle, va être liée à la pièce 2. Donc je la colorie dans une autre couleur. Donc cette pièce 2, on s'aperçoit qu'elle est en contact avec la pièce 9 au niveau du point B. De la même façon, je colorie la troisième classe d'équivalence, qui va être le corps du vérin, qui elle va être en contact avec la tige du vérin, et en contact avec le châssis au niveau du point C. Je n'ai pas d'autre classe d'équivalence, et le seul élément qui va venir perturber mon système va être mon châssis, ou alors mon sous-marin. Une fois que j'ai terminé le schéma des classes équivalentes, je peux donc passer au graphe des liaisons. Pour le graphe des liaisons, je m'aperçois que j'ai 1, 2, 3 couleurs, donc je vais faire 3 traits. Un trait ici où je vais mettre mon bras, un trait ici où je vais mettre mon corps du vérin, ici je vais venir mettre ma tige du vérin, et la dernière classe d'équivalence qui va venir m'embêter, on parlait du châssis. Une fois que j'ai les différentes classes d'équivalence, je regarde quelles sont les liaisons entre ces différentes classes d'équivalence. Donc par exemple, quelle est la liaison entre ma pièce bleue et ma pièce rouge? Dans tous les cas, j'ai une liaison, du coup je vais venir tracer un trait entre les deux. Je sais que la liaison est située au point B. Je regarde quel est le mouvement de l'un par rapport à l'autre. Je m'aperçois que le point bleu, la classe d'équivalence bleue exactement, peut tourner par rapport à la classe d'équivalence rouge. Donc, elle ne peut que tourner, c'est donc une liaison pivot. Liaison pivot suivant l'axe X, parce qu'elle est dirigée au point B suivant l'axe X. Et qu'il n'y a qu'une rotation entre le bleu et le rouge suivant l'axe X. De la même façon, j'étudie quelle est la liaison entre ma pièce bleue et le châssis. Entre la pièce bleue et le châssis, je vois qu'il y a un point de contact. Le point de contact, c'est le point D. J'écris point D. Et la liaison va aussi être une liaison pivot. En D, aussi suivant l'axe X. Je regarde, est-ce qu'il y a d'autres liaisons? Il y a ici une liaison entre ma pièce verte et mon châssis. Je vais donc venir créer, en passant par-dessous, une liaison ici, qui va être au point C, qui est aussi une liaison pivot, qui est aussi suivant l'axe X. Et pour terminer, on s'aperçoit qu'ici, on a une liaison entre la pièce 2 et la pièce 3. Cette liaison, je décide de l'appeler par exemple le point E, et je peux dire que c'est au point E
que j'ai une liaison pivot-glissant. Pourquoi liaison pivot-glissant? Parce que je regarde quelles sont les surfaces fonctionnelles. En réalité, il y a un piston sur la partie 2 qui coulisse à l'intérieur de la partie 3. J'ai donc un tube dans un tube, ce qui me fait un pivot glissant. C'est pour ça que ma liaison entre 2 et 3 est un pivot glissant. Pour terminer le graphe des liaisons, on regarde sur notre dessin complet et on s'aperçoit que après le châssis, on a donc notre sous-marin. Je vous rappelle, le bras sert à porter le sous-marin et à le poser dans l'eau. Donc on a le sous-marin qui va venir créer du poids sur le bras, qui va venir créer du coup une action mécanique sur le bras. Pour terminer notre graphe des liaisons, on va rajouter le dernier élément, donc le sous-marin, et on va venir expliquer qu'il va y avoir une contrainte sur ma pièce 9, parce que le sous-marin est en contact sur la pièce 9 au niveau du point A. Une fois qu'on a terminé le graphe des liaisons, plus le graphe des interactions, donc en gros on rajoute les différentes contraintes, le poids par exemple, le sous-marin, les contraintes extérieures, on peut passer à l'analyse statique. Pour faire l'analyse statique, il faut isoler les pièces. Et en réalité, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir isoler, par exemple, la pièce 9. On va prendre notre graphe des liaisons et on imagine faire le tour au niveau de la frontière de notre système. Et lors que l'on fait le tour complet, on sait qu'on va avoir forcément une action ici, une action ici et une action ici. C'est pourquoi, lorsqu'on vous demande de faire le bilan des actions, on vous demande de remplir un tableau et en ayant fait le tour, je peux directement dire que je vais avoir une action ici, au point A, de mon sous-marin sur la pièce 9, et une action au point B de ma pièce 2 sur ma pièce 9, et la dernière action sera forcément au point D de mon châssis 1 sur ma pièce 9. Forcément, je sais que j'aurai 3 actions. Pas plus, pas moins. Lors de ces 3 actions, ce que je cherche à faire, c'est à trouver l'ensemble des informations. Parce qu'une force est composée d'un point d'application, d'une direction ou d'une droite support. C'est la droite qui porte le vecteur, d'un sens, de gauche à droite ou de droite à gauche, et de sa norme. Sa norme, c'est la quantité, on parle aussi d'intensité de force. Donc la direction, dans le premier cas, ça sera verticale. En effet, le sous-marin exerce un poids vertical. Donc ici, je peux écrire direction verticale. Le sens, je sais que je vais pouvoir dire vers le bas. Et la norme, ça sera le poids du sous-marin. Dans notre cas, on nous explique que c'est une charge maximale de 7 tonnes. 7 tonnes fait 70 000 newtons. Donc dans notre cas, ça sera 70 000 newtons. Je connais en totalité ma force du sous-marin. Je peux donc la dessiner en bleu. Pour garder le jeu de couleurs, je vais dessiner en vert la partie qui concerne la force B et en rouge la partie pour la force D. Qu'est-ce que je connais sur ma force B? De 2 par rapport à 9. Je sais juste qu'elle est exercée ici, mais je ne connais pas sa direction, je ne connais pas son sens et je ne connais pas sa norme. Je ne sais pas encore combien elle valent. Pour la force D, je ne sais juste qu'elle est appliquée ici. Je ne connais pas non plus sa direction, ni son sens, ni sa norme. Pour l'instant, ce sont des inconnus. Mais, lors de l'isolement de la pièce 9, j'ai terminé. À ce stade-là, je ne peux pas aller plus loin. La solution va être d'isoler d'autres pièces qui appartiennent au niveau de mon ensemble. Je peux isoler une pièce seule, donc par exemple la pièce 2, une autre pièce seule, par exemple la pièce 3, mais je ne peux pas isoler le châssis. Parce que le châssis, je sais comment il se comporte ici, mais je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté du bateau, par exemple. Je peux aussi isoler la pièce 2 et 3 liées. Pourquoi est-ce que ce serait intéressant de faire la pièce 2 et 3 ensemble? Parce que si je prends 2 et 3 liés, quand je dis liés, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement ici.
je sais qu'elle est en contact ici, et je sais qu'elle est en contact ici. Donc ce que je vais faire, c'est d'isoler la pièce 2, 3. 2, 3 ensemble. Que 2 et 3 sont totalement liés l'une par rapport à l'autre. C'est qu'il n'y a pas de mouvement de 3 par rapport à 2. On imagine qu'on les fixe directement l'une avec l'autre. De la même méthode que tout à l'heure, je fais le tour du système 2, 3. Je sais que je vais avoir, en remontant, un contact ici et un autre contact ici. Ce contact ici, ça sera au niveau du point B, avec la pièce 9, et au niveau du point C, avec le châssis. Du coup, je peux écrire B de 9 par rapport à mon ensemble isolé de 3. Et je vais avoir ici C de mon châssis 1 par rapport à mon ensemble isolé de 3. Est-ce qu'il y a d'autres forces qui s'exercent sur mon vérin de 3? Non. Le diagramme ici, le graphe des liaisons, pardon, ne me donne pas d'autres contacts. Du coup, je sais que je n'aurai forcément que 2 forces. Vous allez avoir forcément 2 forces qui sont ou comme ça, ou comme ça. Mais dans tous les cas, elles seront forcément directement opposées. Parce que si j'avais pas les 2 forces opposées comme ça, mais par exemple, si je suis comme ça, je vais avoir une rotation. Donc mon solide ne pourrait pas être, suivant le principe d'inertie, être isolé. Du coup, je vais pouvoir dire que la direction de cette force, on va pouvoir forcément l'avoir suivant la droite BC. Le sens, pour la force de B, ou elle est comme ça, ou elle est comme ça, pour l'instant je ne sais pas. Et la norme, je ne la connais pas. De la même façon, pour la force C de 1 par rapport à 2, 3, elle va être forcément suivant la droite BC. Le sens, ou elle est comme ça, ou elle est comme ça dépendra de celle-là, mais pour l'instant je ne le sais pas. Et la norme, je ne la connais pas non plus. Ici, en isolant ce système, j'ai réussi à obtenir une information de plus. Une information qui est la direction de cette force. Et la direction de cette force, je m'aperçois que la force de B par rapport au solide 2, 3, mais ça sera l'opposé de cette force-là. Du coup, la direction de B va pouvoir être cette direction-là. Et ça, pourquoi est-ce que je peux annoncer ça? Parce que je peux dire que B de 9 par rapport à 2, 3, c'est égal à moins B de 2 par rapport à 9. On peut maintenant remplir ici BC. Une fois qu'on a rempli la totalité des tableaux, donc les 2 tableaux du bas, par exemple pour la pièce 9 et pour la pièce 2, 3, une fois qu'on a réussi à réduire les inconnus, donc en récupérant la valeur de la direction et en le remettant dans le tableau de la pièce 9, nous allons réaliser l'étude graphique sur la pièce 9. Ici, j'ai tracé la parallèle à la droite BC, mais uniquement dans la pièce 9. Donc j'ai pris la droite BC et j'ai tracé la parallèle. Donc si c'est bien fait, nous avons ici un angle droit là et là. D'accord? Donc maintenant, nous avons le support de la force verticale, qui est la force du sous-marin, et nous avons le support de la force B. Newton nous dit que pour qu'un système soit isolé, il faut que la somme des forces soit égale à 0 et que la somme des moments soit égale à 0. Donc la somme des forces extérieures soit égale au vecteur nul et que la somme des moments des forces extérieures soit égale au vecteur nul. Et tout ça, bien évidemment, appliqué sur le même solide, donc sur le solide 9. Pour faire ça, pour que ça soit vrai, il faut que les 3 supports se coupent en un même point. Nous avons un point qui est déjà sur l'axe vertical et qui appartient déjà à B. Donc forcément, pour que la somme des moments soit égale à 0, il faut que la dernière force passe
par le point D. Je vous rappelle D, le point d'application de la dernière force, et le point concourant des trois forces. Ce point, je vais l'appeler I, par exemple. Du coup, maintenant, ça va me permettre de trouver le support, donc la direction, de la dernière force. Et cette dernière force, ça sera la droite DI. Donc par exemple, maintenant, je peux compléter. DI. Une fois qu'on connaît les trois supports, on va pouvoir créer une échelle. Donc une échelle qui va nous permettre d'avoir la somme des forces extérieures qui est égale à 0. Donc dans ce cas, je sais que je vais avoir 70 000 newtons. Et j'estime que 3 cm, donc 3 cm sur mon tracé, représente 70 000 newtons. Donc je prends le crayon bleu et je vais tracer la force A, avec une longueur de 3 cm. Je trace 3 cm. Et je sais que celui-là, c'est la force A. Je connais exactement la longueur. C'est-à-dire que si je prends la force en A, plus la force en B, plus la force en D, si je les additionne, donc si j'additionne ces trois vecteurs, je vais revenir au même point. Donc par exemple, je vais de là à là, puis de là à là, puis de là à là. Forcément, je reviens à mon point. Donc je vais tracer par la tête de ce point une droite. Donc par exemple, la droite B qui est déjà faite. Je vous explique, cette échelle fait que du coup, j'ai pas de tracé à faire en plus. Mais l'échelle, vous pouvez la choisir. Et maintenant, je vais tracer la parallèle à la droite DI, passant par le début de mon point. Donc en réalité, je trace ici la droite DI, et je trace la parallèle, donc vous le faites comme il faut, comme ça. Je sais maintenant que, grâce à mon stylo vert, je vais pouvoir tracer une droite comme ceci, qui va être ma force B, de 2 par rapport à 9. Et je vais pouvoir tracer la dernière en rouge, qui va être ma force D. De 1 par rapport à 9. On s'aperçoit maintenant que si je dois porter 70 000 newtons au niveau de ma force en A, et bien en réalité, dans le vérin, j'ai beaucoup plus. Ici, j'ai 3 cm, alors que là, j'ai 9 cm et demi. Donc, 9 cm et demi fois 70 000 divisé par 3. Et ça va me donner l'effort dans mon vérin. Donc après calcul, on s'aperçoit que 9,5 fois 70 000 divisé par 3, ça fait 221 670 newtons. Donc ces 221 670 newtons, c'est l'effort qui correspond à cette longueur-là. Donc c'est l'effort au point B. Donc je peux remplir le tableau ici. Donc ça fait 221 670 newtons. Je peux aussi compléter le sens. Je m'aperçois que je vais de gauche vers la droite. Donc en réalité, je vais du point I vers le point B. Donc le sens, c'est de I vers B. Je peux faire la même démarche pour la force rouge, la force en D. Donc je prends la règle, je m'aperçois que nous avons à peu près 11 cm. Donc en faisant 11 cm fois 70 000 divisé par 3, on trouve 256 670 newtons. Et je m'aperçois que je peux aussi remplir le sens, parce que je vais du bas vers le haut. Donc en réalité, je vais du point D vers le point I. De D vers I. La question était de trouver quelle était la liaison au point C. Or, nous avons trouvé au début la liaison au point B. Donc je vais remplir ce tableau et je vais m'apercevoir que au niveau de cette force en B, si je vais de I vers B dans ce sens, forcément ici je vais aller de B vers I. Et je vais aussi avoir 221 670 newtons. Pourquoi? Parce que si lui, je vais dans ce sens,
celui-là va être le sens opposé. Le fait d'avoir un moins ici veut juste dire que j'ai le sens opposé. Donc de I vers B est bien opposé à de B vers I. Du coup, forcément, la force en C va être, elle, être opposée à celle-ci. Donc elle sera de I vers B. En réalité, je vais donc avoir ce vérin qui est tiré dans ce sens et dans ce sens. Ce vérin travaille en traction. Il tend à être tiré. Mais c'est normal. Le sous-marin ici tend à faire basculer l'ensemble. Donc le vérin, lui, tend à être étiré. Et on s'aperçoit ici aussi qu'on a 221 670 newtons. Forcément, on a la même valeur entre l'un et l'autre. Parce qu'on ne peut pas tirer plus d'un côté que de l'autre. Une remarque importante à faire, c'est que pour porter un bateau de 70 000 newtons, en réalité, dans le vérin, on envoie quasiment 3 fois plus. Donc il faut que le vérin soit capable de porter 3 fois plus, soit capable d'encaisser, de résister à la contrainte 3 fois plus que le poids du bateau, ou le poids du sous-marin, ou le poids en tout cas de la charge que l'on doit porter au niveau du point A.